Bienvenue si vous nous rejoignez tout de suite les titres. Au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, la place est faite aux réformes dans différents services et bureaux. En ces débuts de semaine, le cabinet de la ministre d'État, Raissa Malou, était en session de travail avec le représentant du syndicat des bureaux gestionnaires. Tête à tête ce mardi 10 juin au lycée Motema Pico entre le sous-préfet des Kassavoubou, Judé Kanka et les chefs d'établissement de sa juridiction. Objectif de cette rencontre, donner des instructions claires en vue de clôturer en beauté l'année scolaire 2024-2025. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par les réformes initiées dans le secteur éducatif. Le cabinet de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, était en session de travail avec les représentants du syndicat des bureaux gestionnaires. Une réunion tenue en vue de clarifier les contours de réformes engagées par le gouvernement pour un système éducatif juste et efficace. Aucune suppression de postes n'est prévue. Il s'agit quant aux agents d'un reploiement dans d'autres services. Précision majeure, un dialogue social et transparent reste au cœur du processus. Écoutons les principaux concernés au sortir de cette séance de travail. Nous félicitons beaucoup Maman Mineta, Raissa Malou, à travers son directeur de cabinet, M. Zono. Nous avons été tous invités, nous les syndicalistes, pour que qu'il arrive quand même à nous expliquer quel est le but de cet arrêté-là. C'était pour la rationalisation des bureaux gestionnaires. Nous sommes pour la rationalisation, mais nous voulons voir clair de la façon où cette histoire-là devait se faire. Heureusement, nous avons eu toutes les explications et nous félicitons le directeur de cabinet qui nous a fait montrer noir et sur blanc qu'aucun agent de CERNI va perdre son salaire. Personne ne va perdre son salaire. C'était ça notre lutte. On cherchait à savoir comment on a rationalisé. Où iront tous ces agents de CERNI? Mais nous avons eu des garanties que personne ne va quitter le travail. Tout le monde sera là. Nous sommes satisfaits parce que bientôt, il y aura la sensibilisation où nous allons descendre expliquer à tout le monde comment la rationalisation va se faire et personne ne va perdre le travail. Il y a eu une rumeur à travers les réseaux sociaux que ma direction est supprimée. Les gens se sont révoltés, il y a eu des tracts partout qu'on ne parlera plus du CERNI. Heureusement, le directeur du cabinet de son Excellence la Mineta ont convié une rencontre pour nous éclairer sur le bien fondé de la rationalisation. Et l'assurance est qu'aucun de nos agents du CERNI ne sera mis à l'écart. Allez, on va parler des épreuves hors session, des examens d'État qui se poursuivent sur l'étendue du territoire national. Cette semaine est consacrée aux séances pratiques. Pendant ce temps, à la FUNA, l'IPP Agathe Indo Téné a effectué une visite d'inspection dans quelques centres, encourageant les candidats à ne céder aucunement aux actes d'antivaleur. Agathe Indo s'est également imprégnée des conditions dans lesquelles se déroulent ces examens. Blanchard Ngaï nous en dit plus. Après le lancement officiel de hors-session par la ministre d'État Raissa Malou, il y a une semaine, la province éducationnelle de Kinofuna reste mobilisée pour garantir une organisation sans faille. Une mission que suit de près Agathe Indo-Téné, inspectrice principale provinciale, bien décidée à faire de cette édition 2025 un modèle de rigueur et de discipline. Ne vous approchez pas seulement aux 4 jours, tout ça, ça fait partie de l'examen d'État. Chaque jour, elle se rend personnellement dans les centres d'examen, non seulement pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, mais aussi pour encourager les finalistes à donner les meilleurs d'eux-mêmes. Une présence de proximité saluée par les équipes pédagogiques et les élèves eux-mêmes. On a commencé par la dissertation, suivi de l'épreuve pratique, et on a attaqué l'oral de français, et aujourd'hui c'est la pratique professionnelle. Donc tout ce que les enfants ont appris en théorie, maintenant ils vont le pratiquer.
Donc c'est très important cette étape ici, parce qu'on voit la réalisation de l'enfant, de tout ce que l'enfant a suivi pendant l'année scolaire, sa réalisation, ça se fait maintenant. Un modèle d'implication salué sur le terrain que d'autres responsables éducatifs sont appelés à suivre. L'IPP de Kinfuna donne le temps. Vigilance, pédagogie et engagement jusqu'au bout de ces hors-sessions. Je l'ai dit au sommaire, rencontre ce mardi 10 juin au lycée Montémampico dans la commune de Kasavubu entre le sous-prophète de Kasavubu, Jude Nkanka, et les chefs d'établissement de sa juridiction. C'était donc la dernière réunion pour l'année scolaire 2024-2025 et le sous-prophète de Kasavubu a saisi l'occasion pour rappeler les instructions de la hiérarchie aux chefs d'établissement pour la clôture en beauté de cette année scolaire. Suivez. À notre postérité, pour toujours. Face au chef d'établissement, le sous-prophète de Kasavubu, Jude Nkanka, a rappelé quelques instructions de la hiérarchie pour une clôture en douceur de l'année scolaire 2024-2025 dans la sous-division du Kalamou. Parmi les choses rappelées figure la clôture de l'année scolaire le 2 juillet 2025 pour les écoles qui n'ont pas connu de grève et le 5 août 2025 et la clôture pour les écoles qui ont connu la grève. Vous avez vu que nous étions avec l'inspection pôle secondaire ainsi que le chef d'antenne Sarni, ensemble pour que chacun, ce qui les concerne, puisse communiquer auprès du chef d'établissement les dispositions à prendre pour une bonne fin de l'année scolaire, conformément aux instructions. Nous avons beaucoup plus martelé sur la poursuite des activités et qu'il n'y ait pas la cacophonie dans l'exercice ou l'exploitation des deux calendriers scolaires, dont certaines écoles qui avaient connu le mouvement de grève et beaucoup plus les écoles primaires publiques que les écoles qui n'avaient pas connu le mouvement de grève, qui doivent respecter la fin de ces activités, donc de cette année scolaire. Nous rappelons au chef d'établissement les activités qui doivent donc continuer à poursuivre avant donc la clôture administrative de leur année scolaire. C'est-à-dire qu'il fallait que nous puissions les rappeler conformément au calendrier pour les uns que la clôture officielle, ça sera pour le 2 juillet, mais pour les autres, ça sera le 21 juillet pour maternelle et le 5 août pour le primaire et secondaire, en ce qui concerne les écoles qui ont observé le mouvement de grève. Les dates des inscriptions officielles, donc les inscriptions, doivent être aussi respectées. Il n'y a pas des inscriptions qu'on doit faire, ni conditions. Concernant la rentrée scolaire 2025-2026, le sous-prophète de Kasavubu a indiqué qu'elle est fixée au 1er septembre 2026 pour se clôturer le 2 juillet 2026. Il a aussi indiqué qu'aucune collation de grade ne peut être organisée dans aucune école maternelle. Jude Nkanka a fini par faire savoir que toutes ces instructions ne doivent souffrir d'aucune négligence. Et les chefs d'établissement présents à cette réunion ont salué cette initiative du sous-prophète de Kasavubu, leur rappelant les instructions de la hiérarchie pour la production d'un bon travail. Suivez tour à tour le chef d'établissement Jean Chrysostome et Espérance Epezo dans cet élément. Les grandes lignes sont vraiment le rappel d'abord. On nous a rappelé les instructions officielles qu'il faut savoir respecter. Et puis on a parlé des épreuves certificatives que nous devons faire avec nos enfants, comment les encadrer, comment les amener à être prêts pour vaincre la chose. C'est que j'ai trouvé en lui vraiment la sagesse. Il y avait des questions difficiles, mais il a su comment remonter cela, comment bien répondre pour satisfaire tout le monde. Et je sais qu'il y en a qui ne sont pas satisfaits, mais l'essentiel a été fait. Et vraiment c'est son travail. Il devrait appeler ses enfants pour fixer les derniers points pour terminer l'année, et c'est ce qu'il a fait. Il nous a donné la date de clôture pour les différentes écoles. Les écoles qui étaient en grève et les écoles qui n'ont pas connu la grève. Et puis en plus, il nous a parlé des bulletins. Les bulletins qui seront donnés, comme les bulletins ne sont pas prêts, et c'est notre problème de chaque année, cette fois-ci, ils ont résolu ça. Ils ont résolu pour dire qu'ils ont déjà les spécimens
ils vont envoyer, ou il a déjà balancé ça, pour que les écoles soient calmes et préparer la fin de l'année et remettre les bulletins aux enfants. Allez, on va prendre la direction de la province éducationnelle Congo central 2, sensibilisation du personnel administratif et politique du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans la province éducationnelle du Congo central 2, je l'ai dit. Les chefs d'établissement des écoles publiques du niveau secondaire de cette province éducationnelle ont pris part à ces échanges. Valérie Lukao, notre correspondant sur place, nous en fait le point. Le chef d'établissement des écoles publiques du secondaire de la province éducationnelle du Congo central 2 ont été sensibilisés sur les codes de conduite des agents publics de l'État ainsi qu'aux dispositions en matière d'exploitation, abus et harcèlement sexuel ce mardi 10 juin 2025 au site de la sous-division provinciale de Mbanzangourou 1. Le go a été donné par le directeur provincial, M. Dieudonné Moukini Mava. Je vous invite à faire preuve de discipline et d'endurance tout au long du présent atelier que je déclare ouvert. Vous êtes là par un simple appel de service. Le travail du facilitateur étant ardu et intense, je vous exhorte à faire votre part pour lui faciliter la tâche. Et je vous remercie. Après la sensibilisation des chefs d'établissement du niveau primaire, il a été jugé nécessaire de tenir informés les agents publics de l'État dont la gestion des écoles secondaires revient à leur charge sur des questions de violence basées sur les genres ainsi que sur la gestion des mécanismes de plaintes. Notons que cette première partie a concerné les chefs d'établissement des écoles publiques du secondaire. La seconde sera générale et inclusive où les chefs d'établissement de tous les niveaux et les directeurs des études seront évalués puis formés sur la nouvelle formule d'allocation des frais de fonctionnement dont l'atelier se tiendra dans les jours qui suivent. Allez, on va rester dans cette partie du pays. Il s'agit donc du Congo central. Sachez qu'une centaine des gestionnaires d'écoles ont pris part à une session de sensibilisation sur la gestion et l'entretien de l'environnement dans les milieux scolaires. Une manche qui s'inscrit dans les projets d'apprentissage et autonomisation des filles dans les secteurs éducatifs. Reportage de nos correspondants provinciaux en liaison. Le gestionnaire de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Congo central 2 ont été conviés à une séance d'échange le samedi 7 juin 2025 sur quelques thèmes dont ceux liés à l'amélioration de la qualité de l'enseignement ainsi qu'aux violences basées sur les genres dans le cadre du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, PAF en sigle. Nous avons échangé avec eux sur différentes thématiques, notamment le mécanisme de gestion de plaintes qui est une norme ou un système institutionnalisé au sein du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons abordé la question des violences basées sur les genres en milieu scolaire. Nous avons aussi expliqué tout ce qui est circuit d'information, partage d'informations en ce qui concerne les exploitations et abus sexuels en milieu scolaire. Et nous avons abordé la question sur les régimes disciplinaires, mais aussi nous avons aussi expliqué aux participants de manière brève les activités concernées dans le cadre du projet PAF. Notons que ces projets qui militent pour l'apprentissage et l'autonomisation des filles consistent à maximiser les chances de scolarité par le renforcement de l'accès à l'éducation pour les filles principalement, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et s'assurer que l'école soit un milieu sûr, sécurisé et inclusif. Allez, on va changer de chapitre à présent. Le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, en partenariat avec l'UNICEF et l'ambassade du Canada, a lancé le lundi 9 juin 2025 à Kinshasa le projet dénommé « Enfants mieux protégés pour combattre la crise humanitaire due aux conflits armés et promouvoir les droits des enfants à RDC ». Les détails sur la cérémonie des lancements dans ce reportage de Roli Ronsard Samouanzam. C'est tout ce qu'on fait au niveau des plaidoyers pour avoir le cadre légal. Ensemble, construisons un avenir plus sûr pour les enfants. Et tel est les messages clés du partenaire entre le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, l'UNICEF et l'ambassade du Canada, basés sur le renforcement durable des systèmes nationaux de protection de l'enfant en développement comme une situation d'urgence en RDC.
pour une durée de 6 ans de mise en œuvre avec un financement à la hauteur de 12 millions de dollars canadiens octroyé par l'ambassade du Canada. Ce projet, Enfants mieux protégés, ne laissera aucun enfant abandonné à son triste sort. En effet, la protection des enfants fait partie des défis majeurs auxquels est confronté le secteur de la protection sociale en RDC. Et ceci, c'est en dépit des efforts consentis par le gouvernement pour protéger et encadrer sa jeunesse. Comme vous l'avez vu, il y a plus de 9 millions d'enfants qui sont ou qui ont été victimes d'une forme de violence quelconque. Je vivais heureuse, entourée d'amour. Mes parents, mon frère, tout semblait parfait. Je courais vers l'école chaque jour avec l'espoir d'être enseignante. Un doux projet. Mais un jour, des ombres ont envahi ma terre. Les troupes armées, la mort dans leur sillage. Et je peux encore entendre résonner la voix de ma mère qui s'écriait « Claudia! Claudia! Cours ma fille! Aussi vite que tu peux !» L'appel est lancé à tous les Congolais et partenaires du gouvernement à faire de la protection de chaque enfant une réalité concrète et non un simple idéal. Le professeur Eba Gleni est le nouveau doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. La cérémonie officielle de reprise entre l'équipe entrant et sortante, conduite par le professeur Roger Mbungu Mwimba, s'est déroulée en ces débuts de semaine à la colline inspirée. Renate Masunda. C'est un fils maison qui prend le bâton de commandement à la tête de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa Unikin. Lui, c'est le tout nouveau doyen de cette faculté, le professeur Ntambi Gleni Eba, neurochirurgien élu pour un mandat de 2 ans. Il remplace à ses postes le doyen sortant, le professeur Roger Mbungu Mwimba. Lors de la cérémonie officielle de remise et reprise qui s'est déroulée dans le cabinet du doyen de la faculté de médecine, en présence du comité de gestion de l'UNIKIN, la nouvelle équipe a eu droit à un échange fructueux avec sa prédécesseur sur la gestion administrative, scientifique et financière de la faculté. Nous prenons acte de cette remise et reprise. Nous vous souhaitons un fructueux mandat. S'en est suivi l'installation officielle du professeur Ntambi Gleni Eba dans son nouveau bureau. Les sentiments de joie et de responsabilité étaient lisibles sur leur visage. Nous remercions les doyens sortants. Il est sortant, mais il est encore avec nous. Je ne suis pas sur une terre étrangère, mais on a beaucoup travaillé avec le professeur Mbungu sur beaucoup d'aspects aussi. Donc on va continuer dans cet élan. On a fait beaucoup de promesses, mais ce ne sont pas des promesses irréalisables. Donc nous avons annoncé cela parce que nous savions que nous pouvions mettre des moyens à notre possession pour réaliser toutes ces promesses, qu'il s'agit de l'enseignement, de la recherche, tout comme des services à la communauté, notamment les services de soins. Et merci au professeur Mbungu pour tout le travail abattu avec son équipe, dont la grande partie est avec moi. Je suis rassuré qu'on va continuer à travailler dans la bonne direction et ajouter ce que nous pouvons ajouter pour que la faculté continue à aller de l'avant. Comme à l'accoutumée, la cérémonie de remise et reprise s'est clôturée par une photo de famille, les accolades et les au revoir, ce qui aura permis au tout nouveau locataire à la tête de la faculté de médecine de l'UNIKIN, le professeur Ntambi Gleni Eba, de placer son véhicule au parking lui réservé en tant que nouveau patron de la faculté de médecine de la première université de Kinshasa et de la République démocratique du Congo. À Kikwit, où il séjourne depuis quelques jours, le vice-gouverneur du Kwilu, le professeur Espoir Massa Manki, a inauguré un laboratoire moderne, ultra équipé, œuvre réalisée avec l'aide de la Banque mondiale. Il a par ailleurs assisté à une conférence débat au cours de laquelle le numéro 2 du Kwilu a expliqué le programme d'action de l'exécutif provincial. Suivez ce reportage de Prince Mbangala. Aussitôt en fonction comme vice-gouverneur de la province du Kwilu, le professeur Espoir Massa Manki jette son dévolu sur la ville de Kikwit, le poumon économique de la province du Kwilu, afin
de s'enquérir de la réalité sur terrain. Avec un agenda chargé, le professeur Espoir Massamanki a d'abord inauguré un laboratoire moderne à l'hôpital général de référence des Kikwit, œuvre réalisée par la Banque mondiale avant de procéder à la remise des motos aux différentes zones de santé. Il a invité les bénéficiaires de ces engins qui contribueront à lutter contre la malnutrition, en faire bon usage. La difficulté que nous avons dans la gestion des biens communautaires. Venir assister à une telle cérémonie, c'est notamment rappeler aux usagers de ces différentes motos, par exemple, qu'ils doivent les utiliser dans le cadre de la mission pour laquelle ces motos ont été confiées. Toujours dans le cadre de son séjour à Kikwit, le professeur Espoir Massamanki a, au cours d'une conférence débat dénommée « Enjeux des développements socio-économiques de la province du Kwilu dans le secteur privé », organisée par l'ONG Colissa, en partenariat avec l'école CIR et l'université de Kikwit, enfilé sa casquette de scientifique pour expliquer le programme d'action pour le développement du Kwilu. Après justement avoir fait le diagnostic de notre province, nous avons pensé que la première chose, il fallait justement améliorer la gouvernance provinciale et locale. En deuxième lieu, il fallait insister sur la maximisation, la sécurisation et la canalisation des recettes. Et puis être capable d'encadrer les dépenses. En troisième lieu, on a mis justement l'accent sur les potentialités dans les domaines agro-pastoral, dans le domaine de l'agriculture, pour relancer la production agro-pastorale. En quatrième lieu, on a mis l'accent sur la question de la construction des routes de dessert agricole. Satisfaite, la population de Kikwit a accueilli avec joie le plan d'action de l'exécutif provincial et attend voir les résultats. Et on va se rendre dans la province du Kwango, plus particulièrement dans le centre du territoire de Kaemba, où le manque d'infrastructures routières pose un sérieux problème à la population. Au-delà de cet aspect, les jeunes n'ont pas d'emploi et le taxi-moto reste leur seule issue. Les détails dans cet état des lieux nous présentés par notre envoyé spécial sur place à l'ESB Mangou sur un rendu de Chanchan Moutupa. Situé au sud-est de la République démocratique du Congo, le territoire des Kaemba dans la province du Kwango est limité à l'est par le territoire de Chikapa de la province du Kasai, à l'ouest par le territoire des Kasongolunda du Kwango, au nord-ouest par le territoire de Féchi et au nord par le Gungu. Avec une population estimée à 900 248 habitants, à raison de 45 habitants par kilomètre carré, composé essentiellement des peuples Pende, Tuku, Yaka, Lunda, Chokwe et Mbala. Cette entité administrative fait face à plusieurs défis, notamment le manque d'infrastructures routières, comme ici dans le chef-lieu du territoire. Oui, je suis taximan, j'avais terminé depuis longtemps, jusqu'à pour le moment, je ne suis pas avec le travail. Sauf seulement les motos. Ils ne sont pas avec les routes. Toi-même, tu as vu déjà, ils ne sont pas avec les routes. Il n'y a pas de circulation d'ici à Kikwit. On fait des jours. Bon, il n'y a pas de route asphaltée. La difficulté est là. Nous n'avons pas de route. Trop de sable, les routes ne sont pas là. Une ligne principale empruntée ici, Kaemba, jusqu'à Kinshasa. Donc vraiment, c'est difficile. Parcourir le chemin qui va de Kaemba à Kikwit pour rejoindre la capitale relève d'un véritable parcours de combattant. La moto reste le seul moyen de transport pour parcourir cette cité. L'emploi, autre problème qui affecte les jeunes, la moto reste la principale source de revenus.
Oui, justement, dans la taxman en boca, et on a besoin de baluka, naluka moi mike, la mboka besoin d'engagement, soko chema boko, au croisé, au liate. Il y a seulement une petite association de taximens, des taximens moto, avec leur président là, c'est tout. Je suis taximène, j'avais terminé depuis longtemps, jusqu'à pour le moment, je ne suis pas fait de travail. Sauf seulement les motos. La population de Kaemba voudrait voir le vent du projet de développement de 145 territoires souffler dans cette partie du pays. Allez, dans le souvenir sportif, oui, on en parle avant de nous quitter. 15 années s'écoulent à ce 11 juin 2025 depuis que l'Afrique du Sud a tenu le pari d'organiser la première Coupe du Monde de football senior en Afrique. Événement grandiose qui a placé les continents en bonne place dans l'estime internationale, tant les prétendants pour l'organisation de cette 19e édition étaient nombreux. Retour sur cet événement dans ce rappel de Roger Marley Lukunga. Ce 11 juin, en effet, 15 ans s'écoulent depuis que la République sud-africaine a tenu le pari de l'organisation de la première Coupe du monde de football FIFA déroulée en terre africaine. Pour ce festival du ballon rond étendu du 11 juin au 11 juillet 2010, avec 32 pays participants, 10 stades étaient à la disposition, dont Johannesburg Soccer City, 97 700 places, Durban King Senza Ngakona Stadium, 70 000 places, Johannesburg Ellis Park Stadium, 70 000 places, Le Cap African Renaissance Stadium, 68 000 places, Pretoria Loftus Versfeld Stadium, 52 000 places, Port Elizabeth Nelson Mandela Bay Stadium, 50 000 places, Bloemfontein Free State Stadium, 40 000 places, Nelspruit Mbombela Stadium, 40 000 places, Polokwane Peter Mokaba Stadium, 40 000, et Rustenburg Royal Bafokeng Stadium, 40 000. Cette compétition, 19e Coupe du Monde, s'est terminée par la victoire 1-0 de l'Espagne sur les Pays-Bas dans une finale très disputée, puis d'Iniesta. Le meilleur joueur du tournoi a été l'Uruguayen Diego Forlán, dont l'équipe est arrivée en demi-finale. C'était la Coupe du Monde de la débâcle pour l'équipe nationale de la France, désintégrée après des défaites avec des incompréhensions après son élimination, confère la bande à Nicolas Anelka. Près de 2 milliards de dollars ont été dépensés pour la tenue de cette Coupe du Monde avec rénovation et construction de certains stades, modernisation d'aéroports et réseaux routiers et ferroviaires, ainsi que sites d'accueil de supporters étrangers. La mascotte de cette 19e Coupe du Monde était Zakumi, un léopard avec des cheveux verts. Za signifiant Sud Africa, donc Afrique du Sud en langue afrikaans, et Kumi signifiant 10 en langue bantou, et le logo, un joueur faisant bicyclette avec en arrière-plan la carte stylée de l'Afrique. Fin de ce journal. Merci de votre sympathique attention. Bonne soirée chez vous. Au revoir.